Merci à tous, merci Charles, merci Laetitia pour votre introduction. On est très content de vous recevoir ce soir pour notre conférence État ou multinationale qui veut nous sortir de la crise climatique. Et on va tout de suite démarrer en évoquant la question de la montée en puissance des multinationales qui deviennent des acteurs politiques incontournables dans les négociations climatiques. Et je vais laisser la parole à Camille Cuisinier qui est avec moi ce soir pour démarrer cette première partie. Merci beaucoup Mohamed, merci chers invités et bienvenue à tous. Pour commencer cette conférence, on aimerait bien revenir sur un événement qui a lieu il y a quelques semaines, puisque nous avons appris que le prochain président de la COP 28 serait le PDG d'une compagnie pétrolière, enfin de la compagnie pétrolière nationale émiratie, et donc deviendrait le premier PDG président d'une COP, une conférence des parties. Donc c'est une nomination qui a bien sûr fait débat, puisqu'elle s'inscrit dans la présence croissante des multinationales, notamment du secteur des énergies fossiles, dans les COP depuis quelques années. Par exemple, à la COP 21, on savait que les mécènes étaient Engie, EDF, BNP Paribas ou encore Renault, et c'était une liste qui avait fait réagir les ONG de défense de l'environnement à l'époque. Et donc on aimerait bien donner la parole à Madame Dahan en premier sur ce sujet. Vous qui avez participé à de nombreuses négociations climatiques, avez pu observer ce rôle croissant des multinationales. Comment expliquer cette présence? Est-ce que vous pensez qu'elles sont légitimes d'y participer et qu'elles ont leur place? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent apporter peut-être plus de solutions que les États eux-mêmes, de par leur pouvoir d'innovation, leurs ressources financières? Vous qui notamment avez déclaré dans une interview que ni les COP ni les États ne peuvent trouver de solutions durables. J'ai déclaré ça. Je voudrais bien dire effectivement quelques mots sur le processus de gouvernance des COP, du climat à l'époque, puisque ça fait déjà maintenant pratiquement depuis la moitié des années 1990 que la question climatique est assez bien identifiée, avec le discours climato-sceptique qui était encore très présent pendant au moins les premières années. Mais enfin, pour les experts, pour pas mal de gouvernements et d'États, etc., les choses au niveau scientifique, de l'existence du changement climatique, de l'effet de serre, et grosso modo, le problème des énergies fossiles était relatif, à la source des émissions de gaz à effet de serre, était relativement identifié. Le processus de gouvernance, on ne peut pas rentrer dedans. On a consacré avec Stéphane Alcout un bouquin qui fait à peu près 700 pages, donc je crois qu'il y a eu quand même pas mal d'échos au moment de l'accord de Paris, puisqu'il est paru en 2015. Donc on relisait, si vous voulez, toute cette histoire du COP et comment le problème a été ce qu'on appelle cadré dans la gouvernance. C'est-à-dire principalement, pour aller vite, comme un problème environnemental, principalement environnemental, très séparé des questions et des enjeux politiques, économiques, stratégiques, d'intérêt des États, etc. Puisque l'idée, c'était quand même, on est tous dans le même bateau, il faut sauver notre planète Terre, et voilà, c'est toute la négociation pendant des années. D'abord, c'est allé assez vite pour le protocole de Kyoto. Et pour le protocole de Kyoto, vous savez, ça a pris 3 ans. En 1997, il a été adopté, pas ratifié, parce que les États-Unis vont s'en retirer après, mais grosso modo, les choses sont allées assez vite. Mais bien sûr, les objectifs de réduction des émissions étaient encore très modestes et ne concernaient que les États occidentaux, enfin développés industriellement, historiquement développés. En gros, l'Occident. L'Australie, quelques pays, il y avait aussi la Russie. Et comme c'était juste après la chute de l'Union soviétique et la désindustrialisation de la Russie et des pays de l'Europe de l'Est, eh bien, ces pays n'avaient pas d'objectif de réduction parce qu'ils étaient eux-mêmes en baisse d'émissions due à la baisse de leur industrie. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la négociation, c'était de se donner des émissions à long terme, des objectifs de réduction et d'essayer d'imposer aux États, c'est ça. Très vite, les États-Unis ont identifié, bien sûr, leur rival stratégique qui était la Chine. Ils ne voulaient pas du tout
s'engager, et c'est pour ça qu'ils se sont retirés de Kyoto, dans des engagements de réduction si les pays émergents n'avaient pas réussi de réduction, parce qu'ils voyaient bien, pas des réductions forcément, mais des engagements, un certain nombre n'étaient pas partie prenante. Parce que dans le premier round, tous ces pays en développement et émergents n'étaient qu'observateurs. Donc, deuxième étape, très vite évidemment, à partir de 2002, les États-Unis se retirent. Qu'est-ce qui se passe? On discute du problème. On discute du problème un peu à perte de vue, toujours avec ce qu'on a appelé le schisme de réalité, c'est-à-dire une sorte de climat de civilité onusienne bien gentil. Voilà, tous, on se parle, ça avance, tout va bien. Et de fait, un monde économique, financier, qui va de plus en plus vite, où il y a l'OMC, les traités de l'OMC l'industrialisation, la financiarisation, les échanges qui explosent, qui se développent, une économie qui se développe énormément à l'échelle mondiale, avec beaucoup d'échanges, etc. Et un mode de vie occidental, consumériste, qui est quand même le mode de vie modèle pour tout le monde, y compris pour les pays émergents, pour donner comme tous. Et on ne discute jamais d'autre chose. Voilà, ça c'est un peu la façon dont le truc est construit. Bon, évidemment, on se réunit, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça prendrait vraiment trop de temps. J'ai assisté aux COP, toutes les COP, à partir de 2002 jusqu'à Paris, et ensuite, j'en ai raté une ou deux après, mais je vois bien aussi, et ce qui s'est passé depuis 2015 à janvier, on en reparlera, et je dirai des trucs sur... Bon, à partir de, je dirais, 2006-2007, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'une certaine façon, les émergents et les pays en développement commencent à occuper vraiment avec leurs problèmes. D'abord, alors qu'ils étaient un petit peu climato-sceptiques aussi au début. C'est-à-dire qu'ils disaient, ce problème, c'est un peu un cauchemar que vous nous avez présenté, mais qui veut empêcher notre développement. Mais à partir de 2003-2004, certains événements extrêmes terribles qui ont été là, en particulier par exemple Katrina aux États-Unis, d'autres événements, etc., aux Philippines, ailleurs, eh bien, le changement climatique, eh bien là, il ne se laisse pas oublier, et au bout d'un certain, très rapidement, à partir de ces années 2005-2006, les pays en développement, non seulement ne contestent plus l'existence du tout du changement climatique, mais ont un discours qui, un peu avec la bénédiction du GIEC et des scientifiques, parce que c'est aussi un des grands sujets, les relations entre le GIEC et la gouvernance politique, eh bien, dire nous, non seulement il existe, mais nous en serons les premières victimes, et il faut nous dédommager, il faut toute cette revendication de c'est nous qui n'avons aucune responsabilité historique, nous devons être aidés dans ce développement, recevoir de l'argent, etc. Et on fait des promesses, À partir de 2005, on promet 100 milliards par an aux pays en développement, on n'y est toujours pas 25 ans, 20 ans plus tard. Voilà, ça c'est... bon, et dernier élément de ces années, je vais très vite. Non, c'est vrai. Et après, je n'interviendrai pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe aussi à partir de, je dirais, ces années aussi, un certain nombre d'élites climatiques, je dirais, c'est-à-dire de gens qui sont favorables à qui ne contestent pas du tout la question du climat, qui disent qu'il faut la prendre en main, etc. Et ça va se faire par, je dirais, un tournant vers du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a un discours de plus en plus... au début, il est un peu amphithéâtre, il n'est pas si clair, mais il est de plus en plus présent pour un certain nombre de gens. Il y a toujours des gens qui contestent. Mais ces gens, c'est qui? Ça peut être Al Gore, ça peut être le gouverneur de la Californie, Schwarzenegger, ça peut être enfin des tas de gens importants d'un point de vue politique. Al Gore a été quand même presque, il était vice-président des États-Unis, il a failli être élu, etc. Bon, et ces gens-là, et je vous renvoie là à
un livre qui vient de paraître et qui est, à mon avis, très intéressant sur tout ça. C'est le livre de Édouard Morena à la découverte. Je vais vous montrer, il est là. Il vient de sortir et il s'appelle fin du monde des petits fours. Et en sous-titre, c'est le sous-titre qui est intéressant parce que c'est ça le sujet, les ultra-riches et le changement climatique. Bon, face au changement climatique. Bon, en gros, l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de gens importants, y compris de capitalistes, de gens importants dans l'économie américaine, parce que, évidemment, les Américains jouent un rôle très important dans tout ça, comme partout, toujours. Et bien, ces gens-là pensent qu'il faut adresser le problème du climat, mais la meilleure façon de l'adresser, c'est par le marché, ils ont déjà imposé au moment de Kyoto le fameux marché des permis d'émission de carbone, plutôt que la taxe, parce qu'au début l'Europe voulait la taxe carbone, et ça a été refusé par les États-Unis, qui ont imposé le marché d'émission, des permis d'émission, et puis les mécanismes de développement propre, où les entreprises des pays qui ne prenaient pas en compte le problème pouvaient faire des choses dans les pays du Sud et de ce point de vue se racheter des droits d'émission dans le Nord, etc. Donc toute cette mécanique que je ne vais pas complètement démonter maintenant, et vous pouvez dire des choses dessus, ça a permis d'alimenter ce discours, mais qui en même temps, voilà, toujours avec l'idée d'objectifs très lointains à la fin du siècle. On avait le temps, on allait négocier des choses très lointaines, mais on ne discutait jamais dans le processus de négociation, réellement, de la décarbonation, la sortie des fossiles, comment est-ce qu'on peut avoir des technologies alternatives, lesquelles, etc. Changer les bouquets énergétiques. Bon, tout ça, ça vous donne une caractérisation très rapide, je le reconnais, sur ce processus au gouvernement. Et alors, donc maintenant, je vous dirais, ce système de réalité, il n'a pas arrêté. Après, il a eu des moments, je ne vais pas tout dire parce qu'il va m'attraper, il va me virer. Mais enfin, en gros, c'est ça. Et je pense quand même, on a vu à Glasgow, même si je suis sûr que mon voisin va protester, mais ce sera le débat, à Glasgow, après le Covid, après 2 ans, enfin 1 an d'interruption, puis des difficultés, etc., la période Trump, vous vous rappelez, qui s'était retiré de l'accord de Paris, etc., à Glasgow, c'était en 2021, on était chez les Anglais, Boris Johnson, voilà, il a chanté, réenchanté le capitalisme, qui allait prendre en main le problème climatique, les multinationales, qui avaient toujours été là dans le off du climat depuis, je dirais, 10 ans avant, depuis les années 2010, il y a là. Moi, je suis allée à 4 COP en Pologne, parce que la Pologne, c'est le pays qui a fait le plus de COP. C'est simple, à Poznań, à Varsovie, à Katowice, etc. Bon, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils ont c'est les gens, c'est le charbon qui est là. Il est là, c'est quasiment, ils font leur pub à l'extérieur, ça a toujours existé. Mais quand même, c'était un tout petit peu plus caché. Et là, évidemment, avec Glasgow, c'était, nous avons des milliards, mais les multinationales, des fossiles, des nouvelles technologies des GAFA aux États-Unis, etc., elles ont des milliards de milliards, they have billions, et elles vont, c'est elles qui vont décarboner, c'est elles qui vont prendre le problème en main, etc. Donc, et ce discours, il a continué, alors je peux en dire plus, je vais m'arrêter. Évidemment, c'est Sharm el-Sheikh en Égypte, mais en Égypte, c'est de la blague. Parce que moi, l'Égypte, je connais très bien. Ils n'ont jamais joué aucun rôle dans ce processus de négociation. Ils ont été choisis parce qu'ils représentaient, enfin, ils étaient dans le continent africain. Donc voilà, ils ont candidaté parce que l'Arabie Saoudite les a poussés. C'est très bien ça. Donc c'est l'Arabie Saoudite qui était derrière dans les négociations à Sharm el-Sheikh. Il y a eu plus d'accords de pétro-gaziers qui ont été signés qu'autre chose. Voilà. Évidemment, on a aussi discuté
des loss and damage et des pertes et dommages. Bon, je ne vais pas en parler là parce que là aussi ça prend trop de temps. Et voilà. Et maintenant, le pompon, c'est l'année prochaine, effectivement, avec, comme vous dites, un PDG d'entreprise gazière, pétro-gazière, le Qatar, non pas le Qatar, c'est Abu Dhabi, Dubaï, pardon. Et voilà, on est dans le chiffre de réalité le pire, pour moi. Maintenant, ça ne veut pas dire que les entreprises n'ont rien à faire dans les pays du Sud, n'ont rien à faire dans la question des changements d'investissement. Et c'est évident que, et ça dépend desquels, parce que évidemment une entreprise comme Schneider, ça n'a rien à voir avec une entreprise pétro-gazière. Justement, vous l'évoquez, je crois que votre voisin a envie de réagir par rapport à tout ce que vous avez dit, qui était fort intéressant. Et on vous remercie beaucoup d'avoir remis le contexte, rappelé historiquement. Je pensais à vous, monsieur Deloche, notamment parce que Schneider était présent à la COP27 et défendait une transition énergétique pour un environnement plus juste. Donc, quand vous entendez les propos de Madame Dahan, quand on parle peut-être la présence des multinationales et leur inaction, que répondez-vous à ça? Merci. D'abord, rien contrevient à ce que je pense dans ce que vous avez dit. Je pense qu'on est toujours dans une question de compromis ou d'équilibre qui ne sont pas si simples. Je vais trop le simplifier, c'est vrai dans ma vie, c'est vrai dans la vie du monde, c'est vrai partout sur les choix. Je vais prendre peut-être d'autres dates pour arriver rapidement à l'idée que je m'en fais. D'abord, avant 2000, avant 1999, tout ce processus se fait sans entreprise. Si on prend le sommet de la Terre, qui n'est pas le processus de commune, le sommet de la Terre à Rio, il n'y a pas d'entreprise. À Johannesburg, 10 ans après, il y en avait. 20 ans après, à Rio plus 20, il y en avait. La première fois où l'ONU se dit qu'elle doit pouvoir faire quelque chose avec les entreprises qui viennent si importantes et si nombreuses, c'est-à-dire pas une initiative officielle de l'ONU, vous l'avez mentionné, c'est quand en 1999, Kofi Annan invente 10 commandements, pas 9 à l'époque, 10 après, grâce à la France, sur qu'est-ce que les entreprises doivent faire pour respecter un certain nombre de choses. Elles doivent prendre publiquement comme engagement en signant sur le site de l'ONU, pas de travail d'enfants, pas de travail forcé, puis après un certain nombre d'engagements sur l'environnement, et le dernier, des engagements sur l'éthique des affaires. 15 000 entreprises mondiales sont aujourd'hui signataires, dont 1800 français, le plus grand réseau d'entreprises signataires au milieu de tous ces réseaux. Alors, je place ce moment-là parce que c'est presque un moment où s'invente un pont entre le monde de l'entreprise, devenu très important avec les entreprises qui, dans la décennie qui a précédé, sont devenues très grosses. Ce n'était pas le cas dans les années 80. Et puis, on fait le jeu qu'on connaît là. Elles ont commencé à venir un peu plus nombreuses dans les COP à partir de Copenhague. Et je crois que je fais toutes les COP depuis Copenhague, presque. Pour être très nombreuses avec deux types de réalités. On ne peut pas enfermer dans une seule réalité. Il y a la réalité des COP qui ressemblent au Davos des acteurs engagés du monde de l'entreprise, qui sont très nombreux, qui interagissent assez peu avec les négociateurs, parce que c'est au même endroit. Et puis de fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui viennent pour supporter les États dans des positions qu'ils prennent. Et on est singulièrement sur les questions énergétiques et de production énergétique. Mais c'est deux réalités qu'il faut ne pas complètement enfermer dans une seule réalité, parce que je crois qu'on ferait un contresens sur la présence de la plupart des acteurs qui sont là, mais je ne veux pas cacher qu'il y en a quelques-uns qui sont là précisément pour soutenir des États qui veulent plus de charbon, etc. Les deux existent. Je vais faire une parenthèse, Schneider n'a jamais été sponsor d'aucune projet. Je vais faire une parenthèse. Deuxième point. Troisième point, il y a eu une inflexion, un point intéressant qui me paraît nécessaire de relever. D'ailleurs, le French Business Climate Pledge est né de cette inflexion. Pendant la COP de Paris, s'est inventé un concept qui s'appelle l'agenda des solutions, qui était de dire que de toute façon, on ne trouverait pas l'avenir sans de l'innovation pour aller vers un monde bas carbone. Si les entreprises, un certain nombre d'entre elles,
ne mettez pas sur le marché les solutions de demain pour manger, voyager, habiter autrement, avec des solutions qui, avec le fruit de l'innovation, permettent d'être comme ça. Et honnêtement, il y a des chemins immenses pour ceux qui sont là. Pour ceux qui ont des cheveux blancs ici, je vais leur demander combien consommaient leur voiture de pétrole dans les années 80, combien ils consomment aujourd'hui. C'est pas encore assez, mais il y a eu beaucoup d'innovations entre les deux. Si nos voitures aujourd'hui consommaient comme elles consommaient dans les années 80, le sujet dans lequel on est aujourd'hui serait bien pire. Donc on ne peut pas dire que rien ne s'est passé. On ne peut pas dire que rien ne s'est passé. En même temps, elles se sont alourdies, en même temps plein d'autres choses, mais enfin bon, néanmoins, en valeur absolue, elles auraient réduit la consommation. Et il y a plein de sujets comme ça. Il y a plein de sujets d'innovation qu'on utilise aujourd'hui. Si ce n'est pas des États, c'est parce que les collectivités ont acheté des nouvelles solutions. Par exemple, ceux qui sont aussi plus âgés se rappellent que dans les villes, il y avait des tramways qu'on a tous enlevés pour les remettre maintenant. Parce que c'était que l'enjeu climatique et énergétique n'était pas placé au même endroit dans les préoccupations. Alors c'était peut-être ridicule de les avoir enlevés et c'est peut-être coûteux de les remettre, mais on voit bien pourquoi on fait ces innovations-là. Après, donc voilà, il y a des entreprises qui y sont. Bon, moi j'ai la chance, je crois qu'il faut dire les entreprises et pas le monde de l'entreprise. Moi j'ai la chance d'être dans une entreprise qui, depuis 20 ans, a fait un changement profond de stratégie pour aujourd'hui au niveau mondial, donc pour 35 milliards de matériel électrique, dont 80% dans des enjeux de réduction des émissions carbone des clients avec des solutions nouvelles. Donc c'est vrai que ça me place sur le sujet toujours un peu inquiet quand on dit que le monde de l'entreprise est forcément du mauvais côté. Bon, il y a d'autres réalités qui fait que son entreprise ne devrait pas de bon côté. Et puis par ailleurs, ça n'empêche pas qu'il faut critiquer un certain nombre de pratiques, de lobbying, qu'il faut faire aller plus vite un certain nombre d'entreprises dans leur transition, que le bas carbone, il faut arrêter de le viser pour 2050, une entreprise ne peut être crédible sur ce sujet que si quand elle l'a dit, elle dit en même temps que dans 3 ans, voilà ce qu'elle a fait, sinon c'est la même chose que nos successeurs feront en se moquant bien de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et dernier point sur qui est le président de la COP, écoutez, j'ai pas d'avis très construit. Ce que je pourrais dire, c'est la chose suivante. Il a été décidé que la COP était dans les Émirats Arabes Unis. C'est à peu près la même question. Est-ce que les entreprises vont à la COP? Ok, elles vont à la COP, c'est pas bien. Si aucune entreprise n'allait jamais au COP, tout le monde dirait elles s'en foutent. Donc il faut faire attention. Si tout à coup on fait une COP aux Émirats Arabes Unis, moi je n'y peux rien, et je trouve que c'est pas bien, mais je n'y peux rien que le patron de la plus grande entreprise pétrolière soit aussi le ministre de l'énergie du pays. Et je trouve que dans ce pays c'est comme ça. Pas comme ça en France, c'est comme ça dans ce pays. Imaginez que ce ministre-là, sous prétexte qu'il soit patron d'une boîte pétrolière, ne s'investisse pas à la COP. Je dirais, alors on fait une COP dans un pays dans lequel la puissance publique n'est pas investie, c'est profondément ridicule. Et ça le serait. Alors il se trouve qu'il est président de la COP, c'est vrai que c'est quand même au-delà de l'entendement. J'ose espérer, en conclusion, que ça nous mène dans une situation qui ressemble à la question de Nobel. Aujourd'hui, tout le monde adore les prix Nobel. Je rappelle que ce homme-là a passé sa vie à vendre des canons et de la poudre. À un moment donné, il y a eu une évolution. Alors on peut être du côté de l'optimisme et se dire qu'en mobilisant ces gens-là, à cet endroit-là, à ce niveau-là, il peut se passer quelque chose. On dit bien beaucoup de bien du fonds souverain norvégien, dont je rappelle qu'il est intégralement conçu avec du gain de pétrole pour faire un pays bas pétrole. C'est pas forcément bien, mais en tous les cas, ça pousse l'innovation. Je veux dire que la question est plus compliquée. C'est-à-dire, à partir du moment où les États ont décidé que la COP, pour des raisons de passer d'un continent à l'autre, serait là, vaut mieux que les gens qui sont en charge de ces questions très complexes énergétiques et qui font partie, pour l'instant, du problème, sont invités à peut-être se bouger un peu plus pour aller plus vite vers du côté de la solution. L'avenir le dira. On aurait fait ça chez eux, sans eux, ça aurait été pire. Je pense que sur ce point, on aimerait bien donner la parole à M. Petitjean. Vous qui avez notamment beaucoup écrit sur la présence des multinationales dans les COP,
Est-ce que vous pourriez un peu réagir à ces propos, nous parler de ce que vous avez observé, des conclusions que vous en tirez? Oui, merci. Je voudrais faire quelques remarques préliminaires. D'abord, dans l'intitulé, dans la discussion, on oppose les États multinationaux, mais en pratique, on le voit avec l'exemple des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite à Sharm el-Sheikh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quand on parle des multinationales des énergies fossiles, des grandes entreprises pétrolières ou du charbon, quand on passe y compris les entreprises chinoises, on parle d'entreprises publiques, state-owned. Donc, et même dans les pays comme les États-Unis, il n'y a jamais eu de séparation. Enfin, évidemment, c'est pas le même scénario, mais l'influence, le fait que les États-Unis soient retirés de reprise du processus, c'est en partie du fait de calculs stratégiques sur les intérêts nationaux des États-Unis qui sont de passerelles entre les multinationales. On ne peut jamais opposer entièrement. Sur la France aussi, on a des entreprises publiques, comme EDF par exemple. On ne peut jamais opposer diamétralement les deux. En fait, il y a des relations complexes qui, effectivement, sont des fois de symbiose totale, comme du Moyen-Orient, on peut dire, et des fois des relations plus compliquées. Et pour moi, un des problèmes, quand on parle de la pénétration, de l'influence croissante des entreprises dans les COP, ou en marge des COP, c'est aussi pas tellement qu'il y ait des entreprises, c'est pas ça le problème, c'est qu'il n'y ait que des entreprises. Et là, on l'a vu en Égypte, en particulier où c'était très dur, très cher pour le reste de la société civile d'être présente. On crée des effets de bulle où il y a les grands dirigeants économiques et les grands dirigeants politiques sont seuls entre eux. Et de fait, les discussions sont orientées dans certaines directions qui sont favorables à l'intérêt économique, etc. Et ça, c'est important parce que pour moi, vous l'avez dit au début, notre salut climatique viendra soit des États, soit des multinationales. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, Dieu merci. On peut aussi compter sur d'autres acteurs, les collectivités locales par exemple, et bien d'autres. Et donc, cet effet d'entre-soi est quand même dommageable de ce point de vue-là de fermer l'éventail des possibles. Une autre remarque préliminaire, effectivement, c'est pour les multinationales en général, il faut quand même faire des distinctions qui sont importantes. Quand on parle de climat, les sources, les multinationales dont on parle, et dont on parle, c'est la question du problème de fond, et si c'est possible de développer, c'est quand même les multinationales des énergies fossiles. Pétrole, gaz, charbon. Et c'est vraiment là où est la clé, et c'est là pour moi le symbole de ce président d'entreprise pétrolière, président de la COP, ça va au-delà, c'est vraiment un symbole fort. Ceci dit, il faut distinguer entre les multinationales pétrolières, par exemple, et les multinationales comme Schneider Electric, qui est dans le domaine de l'électricité, et effectivement, il y a des progrès climatiques importants à faire en électrifiant certains secteurs économiques qui basaient sur les fossiles, etc. Ça, c'est un espace où il y a des possibilités de progrès, mais il y a quand même des choses, je nuancerai ce propos de différentes manières. D'abord, malgré tout, il ne faut pas se cacher sur le fait que les énergies fossiles restent totalement intégrées, présentes au soubassement de l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui, très largement. Dans une énergie fossile, quoi qu'on en dise, pour faire voler des avions, faire voler des voitures encore pour un certain temps, pour les matières premières, pour plein de choses, le plastique, les engrais, etc. C'est un soubassement. Donc, de certaine manière, c'est pas juste une question, par exemple, de sortir des énergies fossiles, ça implique pas juste de remplacer les énergies fossiles par autre chose, ça implique de changer tout, d'une certaine manière. Ensuite, la manière dont fonctionne, telle que moi je l'observe en tant que journaliste, le lobbying, disons, entre guillemets, ou l'influence des milieux économiques, ça passe beaucoup, en plus des entreprises elles-mêmes, par des structures, des groupes comme le MEDEF, ou la FED en France, Business Europe au niveau européen, des structures patronales, pour les appeler patronales, c'est des associations d'entreprises. Et où là, un des travaux, une des missions, c'est justement de faire rentrer un peu tout le monde dans le rang. Et souvent, de mon point de vue, peut-être de mettre tout le monde, de pousser vers le plus petit dénominateur commun. En fait. Et donc, ce qui fait, et de maintenir ce lien de solidarité, disons, entre d'un côté le côté énergie fossile, le côté le plus polluant, qui veut au maximum maintenir l'appareil industriel qui existe, et les autres segments de l'économie qui sont plus progressifs de ce point de vue. Et donc, malheureusement, il y a cet effet de solidarité qui fait que malgré tout, les entreprises dans leur ensemble, disons pour simplifier,
reste quand même aligné très largement sur les intérêts des énergies fossiles et refuse d'envisager, de considérer ce qui serait quand même la base en matière d'action climatique, c'est une sortie des énergies fossiles. Donc ça c'est vraiment le sujet tabou qui n'est jamais abordé dans les COP et qui pourtant, de mon point de vue, est quand même incontournable. Et j'ajouterais même une sortie rapide des énergies fossiles. Et l'autre problème avec les entreprises dans leur généralité, l'autre point d'obstacle sur ces questions, c'est qu'il y a des choses que toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, n'aiment pas, c'est l'intervention de l'État, les régulations contraignantes, la taxation. Donc il y a aussi cette tendance à, par défaut, disons, même si évidemment je simplifie cette prise de l'élément, tout le monde peut avoir une question plus nuancée, il y a quand même cette tendance à refuser que les entreprises soient soumises à des obligations contraignantes, notamment en matière climatique. Et ça se vérifie au niveau international, ça se vérifie au niveau européen, au niveau français, il y a eu différents sujets de différentes manières réunis sur la table. Au moment où il y a eu des aides publiques dans le cadre de l'épidémie de Covid, c'est venu sur la table, et conditionner ça à des critères climatiques et des vraies trajectoires de réduction des gaz à effet de serre. C'est sur l'intervention au niveau européen parce qu'il y a toute une série de directives sur la gouvernance d'entreprise, le devoir de vigilance. Un des enjeux, c'est est-ce qu'on inclut justement ce devoir de vigilance climatique ou pas, et donc toute la question derrière des procès climatiques. Vous avez sûrement entendu qu'il y en a deux en France en cours, un contre Total et un contre BNP Paribas. C'est toute la question en cours, c'est même pas en cours, c'est des plaintes. Donc toute la question derrière de caractère contraignant, et ça, de mon point de vue, voilà, il y a un truc global, quel que soit le secteur, qui convainc toutes les entreprises de ne pas aimer la régulation contraignante. Et ça, du coup, je me suis perdu dans mes préliminaires, j'ai oublié la question initiale. Mais ce que je voudrais dire sur la finance économique, de mon point de vue, moi, je n'ai pas le même bagage de l'observation des COP, etc. Je n'ai pas été à chaque COP, j'ai même été sur un poignet de COP qui se compte sur les doigts de la main. Mais je pense qu'il y a eu on peut distinguer deux époques, schématiquement, de mon point de vue. Il y en a une, effectivement, où les entreprises étaient très peu présentes directement. Les seules entreprises qui s'inquiétaient vraiment, c'était les multinationales des énergies fossiles, qui ont adopté des actions trop contraignantes et qui ont poussé vers des solutions basées sur le marché, comme ça a été dit, le protocole Kyoto, et qui, d'une certaine manière, mis un peu les obstacles et les oppositions qui ont, entre autres choses, mené à l'échec de la conférence de Copenhague. Et ensuite, on est passé à une autre étape où, en apparence, la plupart des grandes entreprises, même les pétrolières comme Total, les Shell, voire les homologues américaines, ne disent plus qu'il y a un problème climat et qu'il faille faire quelque chose, mais tout en refusant, comme je viens de le dire, la question de l'engagement contraignant, et surtout en mettant l'accent sur le côté positif que c'était aussi à elles, en tant que notamment multinationales pétrolières, d'apporter des solutions. À travers l'innovation, etc., etc. Donc, on parle d'innovation, il y a toute une gamme de choses très souhaitables, très bien, et des choses un peu plus contestables, un peu plus douteuses, qui sont un peu plus des vues de l'esprit, comme l'avion vert, par exemple, des choses qui n'existent pas encore, et des choses qui sont intéressantes mais qui créent des problèmes en cascade, comme la compensation carbone, par exemple, parce que ça crée des problèmes sur l'accès au terrain, etc., ou la voiture électrique, parce que ça crée des problèmes de minerais, et ça fait pas toutes les émissions, etc. Donc il y a toute une gamme d'innovations où ça va en ce moment, c'est un peu pêle-mêle, on a l'impression que si on laissait les multinationales développer tout ça, tout irait bien. Alors, en fait, il y a besoin de plus de regard critique sur ce qui a pris et ce qui a laissé. J'ajouterais, parce que ça a été mentionné, qu'effectivement, de mon point de vue, c'est peu perceptible, mais on observe un peu de plus en plus important des GAFAM et de la logique de la Silicon Valley dans les COP. C'était très fort à Glasgow, effectivement. C'était vraiment le comble de l'imaginaire technologique, technosolutionniste. Grâce à la technologie, on va tout résoudre. Et de mon point de vue, pour plein de raisons, il est assez fort aussi en France, parce que Emmanuel Macron, c'est sa culture aussi, on fait partage de culture. Et voilà, et donc on est passé à un deuxième niveau où il n'y a plus de déni climatique, ou même de déni du besoin d'agir, mais il y a toute une question qui reste en plan, comme qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, qui va payer, qui est aussi la question importante, et qui font que en fait, les progrès restent, malgré le fait qu'on est passé une étape où il n'y a plus de déni, les progrès restent lents. Merci beaucoup. On comprend que par rapport aux innovations, aux solutions apportées, il faut garder un œil critique
quand on parle des multinationales. Et ça nous mène, si vous avez parlé des procès climatiques par rapport à tout ça nous mène à notre seconde partie. En fait, on a tous en tête un certain nombre de scandales, de projets décriés d'un point de vue social, environnemental, menés par des multinationales, notamment dans les pays du Sud. Donc Total Energy, on en a parlé, en Ouganda, en Tanzanie. Donc un projet de forage pétrolier et de construction de l'éoduc qui passe par une zone naturelle protégée, mais qui va aussi mettre en péril des populations qui sont pour le moment expropriées. Et pourtant, un projet qui est soutenu, qui est même parfois voulu par les autorités locales, avec l'argument que ces projets-là sont porteurs d'emploi, porteurs de développement économique. La question qu'on aimerait vous poser pour commencer cette partie, c'est est-ce que nous, avec notre regard de pays du Nord, ici on discute à Paris, dans le 16e arrondissement, est-ce qu'on a un recul suffisant pour finalement critiquer les projets soutenus par les pays du Sud, alors que notre industrialisation, quand on l'a vécu, on ne s'est pas préoccupé de ces considérations écologiques. Notamment dans le recours aux énergies fossiles, dont vous avez parlé, puisque c'est souvent ça qui est Allez-y. Moi, je voudrais dire qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas dit un mot de la nouvelle situation géopolitique du monde, qui est absolument évidemment terrible, je dirais, parce que quand même là, il y a une dislocation géopolitique majeure qui s'est accélérée. Bien sûr, les incendies d'hier avaient lieu déjà en Irak, en Syrie, le flux, etc. Ça n'arrête pas. Mais je crois quand même que ce qui se passe en ce moment, évidemment depuis un an, l'agression russe en Ukraine et cette exacerbation des blocs, de différents blocs en rivalité stratégique, eh bien, ça nous oblige aussi à voir quelque chose que peut-être on ne s'est jamais rendu compte. D'une certaine façon, le climat, moi j'étais très engagée depuis quand même des années dans ce domaine, à la fois parce que j'étais une militante écologiste depuis très longue date, et puis ensuite parce que j'ai travaillé sur cette question, particulièrement engagée là-dedans. Mais il faut quand même reconnaître que le climat n'est pas l'axe organisateur des sociétés. Jusqu'à maintenant, on a beau dire, et je l'ai écrit, etc., c'est le problème d'une certaine façon numéro 1 de notre temps, au sens profond. Je crois, je veux dire, la problématique des limites planétaires, de l'anthropocène, etc., sont des choses dont je suis très profondément convaincue. Et en même temps, je constate qu'à l'échelle géopolitique du monde, depuis, je dirais, depuis la crise financière de 2007-2008, il y a tout le temps eu des crises, des problèmes, etc., qui occupent l'immédiat, les esprits, qui agitent les opinions publiques, etc., et qui supplantent l'urgence climatique. Même quand, je suis d'accord avec mes deux collègues, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le déni climatique en tant que tel a reculé. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé depuis 7, 8 ans, 10 ans. Il s'est passé des choses. Disons par exemple, l'objectif de sortir des fossiles a été identifié comme un objectif. C'est un objectif. Alors que ce n'était pas un objectif, même dans l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, le mot d'énergie fossile n'existe pas. C'est hallucinant qu'ils pensaient. Et voilà, ça c'est le chiffre. Le mot énergie fossile n'est pas dans le texte de l'accord de Paris. Bon, depuis, ça a quand même avancé. Il y a des grands pays qui ont donné des dates pour leur sortie des fossiles. 2060, 2050, machin, etc. Chine, les États-Unis, l'Europe, etc. Et puis maintenant, il y a aussi, d'une certaine façon, quelque chose de nouveau, c'est que les solutions, c'est-à-dire les solutions technologiques,
il y a des nouvelles technologies innovantes, il y a des choses qui avancent, etc. Néanmoins, je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, avec la guerre en Ukraine, etc., qu'est-ce qu'on fait? Ça ravive complètement au sein des pays occidentaux qui sont plus ou moins unis, disons, vers l'Ukraine, les Américains, etc. Il y a malgré tout de la rivalité énorme en ce qui concerne la question de l'énergie qui revient. Par exemple, au sein même de l'Europe, qui reste, selon moi, notre béquille principale, parce que malgré tout, moi, je ne vois pas comment on peut, dans le monde géopolitique tel qu'il est, ne pas avoir un bloc sur lequel on puisse un peu s'appuyer, obtenir des choses, etc., et qui pèse relativement. Et c'est pas chaque État tout seul qui pèse suffisamment. Donc l'Europe est quand même, bon, je pourrais le développer, mais je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, bon, ben, vous pouvez imaginer que pour moi c'est naturel, étant donné aussi ma génération. Mais bon, voilà. Et malgré ça, on voit bien qu'entre l'Allemagne et la France, ils sont d'accord sur la question factuelle, rien ne va sur le nucléaire, la sortie les renouvelables, la sortie du charbon, enfin, on peut redétailler, il y avait un article dans Monde hier qui récapitule tout ça, bon, voilà, etc. Et donc, on voit bien que cette guerre, qui n'est pas rentrée dans nos discours, ça change énormément de choses, y compris pour appréhender le problème climatique maintenant. Tout à fait, merci pour cette réponse. Je crois que M. Lamberg, vous avez une réaction. Je veux changer d'ordre. Vous avez changé l'ordre, d'accord. On va essayer de micro, est-ce que vous... Merci. Oui, non, effectivement, je ne veux pas nier, pour revenir à la question initiale, qu'il y a une certaine hypocrisie dans les pays occidentaux de reprocher à des pays de vouloir se développer et d'utiliser leurs ressources fossiles, etc. Ensuite, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle, pour prendre des exemples concrets, vous avez sûrement entendu parler d'un projet pétrolier de Total Énergie en Ouganda, qui est le grand sujet vraiment ciblé par les militants du climat en ce moment. C'est un nouveau projet pétrolier de Total qui fait l'objet de batailles judiciaires, diverses et variées, etc. Le pétrole qui va être extrait en Ouganda, il n'est pas destiné à l'Ouganda, il est destiné à exporter. C'est pour ça qu'il y a un immense oléoduc chauffé qui va amener sur la côte saoudienne. On pourrait dire la même chose. Donc là, je reste sur les projets des énergies fossiles. Donc tous les projets de nationaux les plus du Sud, parce que c'est un sujet sans fin. Pareil pour les grands projets d'exploitation de gaz, ils sont clairement ceux qui sont créés aujourd'hui par Total, Shell ou ExxonMobil ou d'autres, sont destinés à alimenter les marchés internationaux via le gaz naturel liquéfié. Et donc ceux qui vont le consommer, c'est notamment les pays occidentaux. Donc on reste dans une logique, cette logique-là, donc c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que ces projets sont pas ensuite. Voilà, on ne peut pas dire à ces pays ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais on reste dans. C'est pas une logique forcément de développement national, organique, ça permet de développer d'autres industries derrière, etc. et de pouvoir ressortir des énergies fossiles. Voilà. Donc en gros, c'est ma réponse. Ces projets, effectivement, il y a eu le cas de l'Équateur qui, à un moment, il y a quelques années, a essayé de créer une sorte de dispositif innovant où des pays occidentaux s'engageaient à abonder un fonds en échange du fait que l'Équateur ne développe pas ses propres réserves pétrolières encore développées. Il y a quelques pays, mais c'était un échec parce qu'il y avait très peu de garanties pour les pays du Nord. Quelques pays du Nord scandinaves qui ont mis de l'argent, mais bon, c'était compliqué, surtout dans le contexte d'un pays politique comme l'Équateur. Mais effectivement, c'est quand même des pistes qu'on peut explorer dans la mesure où ça permettrait aussi de répondre à toute la problématique effectivement de damage et de la compensation sur la pollution et l'historique des pays occidentaux, etc. Et ensuite, l'autre question, je reviens à qui paye. Il y a aussi la question de qui. Donc quand on parle de multinationales pétrolières, Total, ExxonMobil, je suis désolé, je ne vais pas parler absolument pour Total, mais ExxonMobil, Shell ou d'autres qui en ce moment font des profits records, comme vous savez.
Donc toute la richesse, le capital accumulé vient aussi de cette exploitation historique du pétrole et du gaz et donc des émissions de gaz à effet de serre. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, là aussi, la contribution des multinationales, notamment des énergies fossiles, sous cette forme, doit être incluse, y compris pour dédommager, éventuellement, il faut compenser le fait que certains pays ne développent pas la dette. On va peut-être laisser la parole à M. Berger qui souhaite réagir. Une théorie qui a été prise tout à l'heure, c'est de dire que derrière les pétroliers et les gaziers, il y a toutes les entreprises du monde, et qu'au fond, elles ont partie liées. Quelque chose que tu as dit, quelque chose comme ça. Moi, sur le fait, je ne suis pas d'accord, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on est dans une conférence un peu pour parler de l'agissement et des actions et de l'avenir des entreprises pétrolières et gazières. C'est un vrai beau sujet, mais je ne m'inscris pas beaucoup dans ce tableau-là. Je peux même dire ça. Parce que de fait, on arrive toujours aux mêmes 4 entreprises ou 5 entreprises mondiales. Il y a plein de questions. Moi, mes préoccupations par rapport à ce sujet, mais de manière plus générale, d'abord, c'est que cette négociation climat qui, finalement, en allant pas assez vite, bouger un peu, se retrouve dans une fragmentation du monde pour prendre un autre mot dont je me demande bien quelles peuvent être les prochaines étapes. Parce que c'est quand même très compliqué de mettre une Chine et des États-Unis qui ont un combat sur Taïwan et donc les semi-conducteurs mondiaux, puisqu'ils sont tous faits à Taïwan intégralement. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette question-là derrière. Donc ça, c'est quand même leur premier sujet, les batteries climatiques, mais il est central de ce côté-là. La Chine qui a décidé ce mois-ci d'augmenter de 16% son budget d'armement. On ne peut pas dire que ça réduise beaucoup le changement climatique. L'Europe qui ne sait pas très bien où elle s'engage dans son engagement pour que l'Ukraine ne perde pas, poussée par les États-Unis qui ont beaucoup joué sur ce sujet. Deuxième sujet, l'Afrique, avec sûrement à juste titre les empires coloniaux qu'on représente profondément quand on est français, qui sont boutés dehors, mais souvent pour être remplacés par les Chinois et les Russes, dont on n'est pas certain qu'à 5 à 10 ans ça fera beaucoup de bien aux Africains. C'est vrai que les 3/4 des émissions carbone ont été émises pour rester en dessous d'1,5 par une toute petite population dont nous sommes ici les héritiers, face à une immense population qui n'est pas pour grand-chose et qui va le supporter. Donc on peut dire que, autre sujet, ce qui manque à l'Afrique, c'est que les multinationales s'y sont intéressées dans le passé. Parce que, de fait, avec toutes leurs limites, elles ont contribué au développement du reste du monde, et particulièrement en Asie. On peut l'aimer, pas l'aimer, trouver qu'il a été injuste et qu'il l'est encore, c'est probable. Mais en même temps, on peut dire aussi, moi-même, je vais mettre mon petit caillou. Ça se saurait si les pays pétroliers africains offraient à leur population des situations meilleures que les autres. Ça se saurait si, en gros, c'est le Cameroun, pour l'instant, c'est le Cameroun, le Nigeria, quelques autres aussi. C'est pas, je crois, les plus beaux Eldorado africains. Et donc, on n'est pas certain, quand on se met à la richesse par la rampe pétrolière, on fasse profondément du bien je pense qu'il faut tirer un trait avec tout ça, et c'est pas si simple que ça de dire le blanc est là et le noir est là. Le premier point. Et puis après, il y a une contestation européenne qui probablement a poussé beaucoup d'entreprises européennes en avant sur tous ces enjeux par rapport aux autres entreprises du monde. Mais il faut regarder aussi qui finance cette contestation, comment ça se passe, le projet par rapport à tant d'autres que personne ne critique puisqu'on fait ce projet un phare. Je ne défends pas ce projet. Mais je pense qu'il faut rentrer dans un monde de géopolitique où la question climatique n'est pas essentielle ou pas centrale, y compris pour réfléchir à cette question-là. Une fois qu'on a dit ça, je ne pense pas que la technologie va tout changer. Je ne pense pas que les innovations vont faire toutes seules le chemin. Ici, je suis assez honnête avec moi, je suis en train de présider un groupe à Sciences Po sur décroissance et énergie. Je pense que je ne suis pas complètement en contradiction avec ce que je viens de vous dire là. Mais je pense quand même qu'il y a des trucs qu'il faut qu'on repère. L'électron photovoltaïque coûtait il y a 15 ans 15 fois plus cher qu'aujourd'hui. Il n'était la solution de rien en 2010. Seulement de quelques farfelus qui étaient heureux d'avoir quelques panneaux chez eux, et dont on disait à ce moment-là, retrouvez tous les articles de presse, qu'ils ne seraient jamais à parité
à l'avenir prochain, etc. Alors aujourd'hui, il y a la parité, donc on a un sujet qui est de dire que les cellules pour le faire, les batteries pour conserver l'énergie, utilisent des terres rares, etc., etc. On peut aussi croire à l'innovation. Pas toute seule. Je trouve que c'est super intéressant le débat actuel qui s'invente, malheureusement pour des mauvaises raisons, celui de la sobriété, parce qu'au fond la sobriété c'est quoi? C'est de dire que l'efficacité technologique ne suffira pas, nos comportements doivent aussi rentrer en ligne de jeu. Pourquoi c'est une mauvaise raison? Bon, la mauvaise raison c'est que ça vient après l'Ukraine, après... Pourquoi on a parlé de sobriété en France? Parce qu'on s'est dit il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité, et donc c'est comme ça que le sujet est arrivé. Il ne serait jamais arrivé sans l'Ukraine. Oui, je suis d'accord. D'accord. Mais globalement, il produit quelque chose. Voilà. Il produit quelque chose. Donc il est arrivé pour de mauvaises raisons. Il produit quelque chose. C'est pas la première fois qu'il arrive en France. Hein. Il est arrivé, vous n'étiez pas né, j'étais tout petit, j'ai mis un peu le vert. Comme Valéry Giscard d'Estaing, c'est dire comment c'était pas hier. Mais il n'est pas resté très longtemps d'ailleurs à ce moment-là. Là, est-ce que, parce qu'on est dans un autre monde, est-ce qu'aujourd'hui finalement on voit le sujet? Parce que c'est facile de penser de passer avec les yeux du présent. C'est vrai que moi, quand je suis devenu directeur de développement durable de Schneider Electric, je me rappelle très bien, on nous envoyait en 2100. Et on parlait, la phrase centrale du développement durable du début des années 2000, c'était laisser la planète à nos enfants, on n'hérite pas de la planète, on l'emprunte à nos enfants, etc. Puis progressivement, c'était pour le climat de la fin de ma vie, quoi. Puis maintenant, c'est pour le climat dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire, à un moment où on annonçait, cette vision-là a un peu changé. C'est pour ça que moi je critique assez les engagements 2050 qui ne savent pas se définir en 2030 ou en 2040, qui ne paraissent pas beaucoup tenir la route, donc on est en train de dire je resterai gratis demain matin quand je serai plus là. Donc il me semble qu'il y a quand même à pousser les entreprises à mettre suffisamment d'argent dans l'innovation pour penser des solutions bas carbone. On ne va pas faire sur les solutions des entreprises de demain. Il faut à la fois que chacun d'entre nous trouve des propres solutions pour aller faire ses vacances. Très loin d'être parfait, mais je devais aller en Italie, je suis allé en train. C'est vrai que 8 heures pour aller à Florence, c'est long, il faudrait qu'on prenne un bouquin sinon. Mais ça fait vivre un peu différemment. Donc je pense qu'on arrive à un monde ici dans lequel on invente quelque chose. Et après, il ne faut pas oublier que le petit ici, 1% des émissions de carbone et pas beaucoup de la population mondiale, c'est super qu'on fasse ça, ça ne va pas changer malheureusement, à très court terme, la vie du climat. Sauf que probablement ces multinationales qui inventent ici des pratiques comme ça sont peut-être susceptibles de les vendre ailleurs dans le monde. Et que probablement que, de fait, une manière de sortir de ce titre qui, à mon avis, moi je l'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire là-dessus? S'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de progrès, et s'il n'y a que de la régulation, il n'y a pas de progrès non plus, puisque personne ne l'invente. Celui qui a pensé dans une vision académique la roue ou l'antibiotique, s'il n'y avait pas un homme ou une femme qui avait risqué d'en faire une entreprise et faire que ça existe, c'est peut-être pas un bon modèle, on n'a pas trouvé beaucoup de mieux pour toute la planète qui fonctionnait à ce point. Donc il me semble qu'il faut rajouter les ONG, les sociétés civiles, qui existaient moins dans le passé, et dans celles-ci, vous tous, on rentre dans un moment qui n'a jamais existé dans la tête de toutes les personnes qui sont ici, quasiment. Il y en a quelques-unes qui ont connu le plein emploi, pas beaucoup, pas moi, c'est dire combien il y a longtemps que c'est plus le plein emploi. C'est la première année depuis très longtemps, très très longtemps, plus de 40 ans, que la rareté de l'emploi, dans tous les pays de l'OCDE, a changé de côté. La rareté jusqu'à maintenant, c'était la rareté des postes, et aujourd'hui, c'est la rareté des candidats. Les candidats, c'est majoritairement les jeunes. Ça veut dire que c'est dans les choix que vous ferez, des entreprises que vous choisirez, et une fois que vous les aurez choisies, dans la conscience que vous saurez mettre à votre manière de travailler, que vous pourrez faire quelque chose. Les entreprises, petites et grandes, ne vivront pas demain si elles ne savent pas intégrer les jeunes. Et comme il y en a moins que le nombre de postes qu'il faut avoir, vous avez une responsabilité qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que hier, vous étiez 3 pour un poste et c'était pas le moment de la ramener.
Et aujourd'hui, il y a 2 postes ouverts pour un candidat, particulièrement quand on est diplômé. Et donc vous avez une responsabilité qui n'a jamais existé. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable du climat, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par ailleurs, comme les entreprises se construisent souvent autour de leur capacité de recrutement, on est juste à un moment qui peut ne pas durer. Si ce dont on a parlé, c'est-à-dire les crises venaient à s'amplifier, rien ne sait dire de l'année, mais oublions ça. S'il n'y a pas ça, vous avez un rôle déterminant pour l'avenir pour faire bouger les multinationales et aller dans celles qui bougeront. Vous avez un peu plutôt évoqué la question des solutions et on vous remercie parce qu'on aimerait bien revenir justement à ce point-là à présent. On a soulevé beaucoup de problématiques, beaucoup de questions, voilà, on s'est beaucoup interrogé, mais on aimerait bien apporter une solution aux problèmes qu'on a soulevés, qu'on a évoqués depuis presque une heure. La question qui résumerait un peu nos échanges, ce serait comment générer une collaboration finalement entre les États et les multinationales pour assurer un développement économique, donc notamment des pays du Sud, tout en leur permettant de réaliser une transition écologique qui inclurait les communautés locales. Donc comme c'est une question qui nous touche tous, on aimerait bien si chacun vous exprimer sur le sujet. Donc je laisse la parole à la première personne qui se semble. Oui, là je ne vais pas me lancer sur... Moins 10 ans. Un micro. Non, je ne sais pas comment aborder l'idée de la collaboration entre les États et les multinationales pour mieux développer le Sud africain, enfin les pays du Sud. Par exemple, je me suis personnellement, depuis longtemps, opposée au lobby tout nucléaire en France sur un sujet, sur un point qui était tout simplement, si on veut travailler avec les pays du Sud-Afrique, de l'Afrique, qui sont notre Sud le plus immédiat, le plus direct, celui avec qui on a quand même historiquement une relation, même si elle est conflictuelle et qu'elle ne va pas de soi toujours, etc. C'est bien, et la question énergétique en Afrique pour les 30 ans, d'ici 2050, est stratégique pour la question du climat. Puisque leur développement est devant eux. C'est la seule partie du monde, l'Afrique, où le développement est devant. En Chine, tous les investissements qui donnent la Chine maintenant ont été faits dans les années 80 du XXe siècle. Donc là, c'est vraiment stratégique. Est-ce qu'on va faire que de leur donner du nucléaire? Non, évidemment non. Et donc, c'est trop cher, c'est trop dangereux, c'est trop... voilà, ça prend trop de temps et tout ça. Et donc, je disais, mais c'est pas possible. Les renouvelables, il faut les développer en France, il faut les développer en Europe aussi. Bon, alors maintenant, je ne sais pas, ça va pas de soi. Avec notre gouvernement français, c'est toujours pas acquis. Et de nouveau, on est reparti pour construire 6, 8 EPR dans 30 ans, qui seront prêts dans 30 ans, parce que voilà, on ne sait plus les faire. Ça prend beaucoup de temps. Et ça coûte plus cher. Bon. Un exemple. Bon, évidemment, sur la question. Voilà. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a envie de dire quelque chose d'autre. Oui, je peux dire 2 mots. Je pense que c'est clair que il y a le monde réel et le monde. On pourrait souhaiter que les entreprises aident les pays africains à développer les énergies renouvelables pour qu'ils servent aux Africains et développer des activités économiques peu impactantes sur le climat et assurer le bien-être de la population africaine. Et je pense qu'effectivement, pour moi, je ne voulais pas du tout suggérer que j'étais contre l'innovation et la technologie. J'ai dit que il y a une gamme de choses, il y a des choses où les entreprises, je ne serais pas d'accord pour dire que les entreprises qui innovent, mais les entreprises sont très fortes, par exemple, pour prendre une innovation et la développer à grande échelle, etc. Par exemple. Ensuite, il y a de l'innovation au sein du secteur public, il y a beaucoup de chercheurs, des intéressés qui ont trouvé des choses, des vaccins, etc. Ou même au niveau des collectivités locales, il y a différentes sortes d'innovations qui ne sont pas forcément technologiques. Donc tout ça doit venir porter le haut moulin. Donc voilà, pour moi, ce qu'on pourrait sauter, c'est ça. La réalité est un peu plus complète. On reste avec toutes les précautions sur l'avenir qui ont été mentionnées. On reste dans une réalité de mondialisation
Et ce qu'on voit notamment au niveau de l'Afrique en ce moment, c'est justement dans l'Europe partie, en tout cas, c'est un peu simpliste de dire l'Europe en général, mais une tendance au niveau européen, c'est de penser effectivement dans un contexte d'affrontement entre blocs, la Chine, les États-Unis, la Russie, de renforcer les liens avec l'Afrique justement pour, comme source de terre et de matières premières qui sont nécessaires notamment à la transition énergétique. Donc, vous, des politiques diverses pour sécuriser l'accès à des minerais, il n'y a pas que l'Afrique, bien sûr. Et aussi des projets, notamment du côté allemand, on a parlé du nucléaire en France, effectivement, la France a développé l'hydrogène, notamment pour le nucléaire et la voiture électrique. Le nucléaire reste assez derrière un peu tous les projets de technologie dont on entend parler en ce moment. Du côté allemand, c'est un peu différent, c'est développer les énergies renouvelables à grande échelle, des grands projets, des méga fermes solaires dans le Sahara, ou de l'hydrogène, et pour faire de l'hydrogène vert qui sera ensuite importé, etc. Donc ça, on reste dans nos écologies, donc ça ne rompt pas avec la logique un peu qui était celle du pétrole avant, sauf que maintenant on est un peu adapté aux énergies renouvelables. Et là, c'est vu ça avec ça, peut-être pour une chaîne électrique on a un point de vue financier, mais c'est des choses que voilà, c'est plutôt ça qui est l'avenir qui se dessine. Les trois amis, le premier, je suis persuadé que dans 10 ans, plus aucune des solutions qui utilisent des terres rares aujourd'hui les utiliseront. On regarde la recherche qui se fait aujourd'hui, l'électronisation, etc., etc. Je suis persuadé que cette question-là est un drame aujourd'hui, que de toute façon il n'y a pas d'avenir dans la croissance de l'usage et des produits qu'on a aujourd'hui, mais que ce que je connais, ce que je sais, que je ne sais pas vous décrire, me fait dire qu'on aura d'autres solutions. Premier point. Deuxième point, je reviens encore dans une logique de génération. Votre question est assez simple et au fond assez stupide. Stupide parce que aucun de nous ne la regarde jamais. L'unique croissance de la population mondiale entre aujourd'hui et 2050 se fait en Afrique. La moitié des moins de 30 ans seront africains en 2050, au niveau mondial. Donc c'est très simple. Nos sociétés ne seront pas vives sans l'Afrique. Aujourd'hui, cette phrase-là est ridicule et on ne voit pas comment elle peut aller d'aujourd'hui à 2050. Mais il suffit de regarder des chiffres dans une Europe qui est en train de baisser en nombre d'habitants, une Chine un peu pas pareil, une Inde qui va se stabiliser. L'unique grand bassin de croissance de la population mondiale, c'est l'Afrique. L'immense effort qu'on doit faire, c'est le transfert des compétences. Je suis abasourdi du fait qu'on n'impose pas tant aux entreprises de le faire plus dans leur politique de RSE. À nouveau, je ne suis pas ni un enfant de cœur, ni parfait, mais il se trouve que le programme le plus en vue de la responsabilité sociale de Schneider, c'est de former 1 million de jeunes de la base de la pyramide au métier d'électricité dans des pays. Aujourd'hui, l'Afrique a largement assez d'électriciens pour que 15% des Africains aient de l'électricité. Si on veut qu'il y ait plus de gens qui aient d'électricité en Afrique, il faut qu'il y ait plus de compétences. Et si personne n'est là pour installer des villages, des énergies, et qu'il n'y a que dans le Radisson Blu de Dakar qu'on s'est trouvé un électricien parce qu'il n'y en avait qu'un dans le coin et il paye 2 fois plus cher qu'ailleurs. Donc il faut massivement investir dans les compétences, former sur place, y faire des écoles, apporter... Honnêtement, je pense que c'est le sujet central. Le sujet central, si. Deuxième sujet, il y a des gens de mon équipe qui sont ici, Martha, Christophe. Nous, on a aussi fécondé pour l'Asie et pour l'Afrique 2 fonds de dotation pour accompagner des startups. Il y a cette énergie créatrice qui vient directement de ces pays et qui s'installe dans ces pays. On a aussi tout intérêt de faire en sorte qu'elle se développe. On a un intérêt qu'on n'a pas assez compris aujourd'hui, et pas seulement les multinationales. Les multinationales, les sociétés et les pays, on a un intérêt à la stabilité de l'Afrique et à son développement. C'est quand même insensé que plus d'1 milliard d'Africains aujourd'hui, un peu moins d'1 milliard maintenant, le soir s'endorment sans avoir eu accès à l'électricité. Quand on sait la gabegie de l'électricité, qu'on sait le peu que ça coûte des solutions très simples, pour un minimum, je ne parle même pas pour contribuer au développement, pour contribuer à une vie
plus favorable, et particulièrement pour les femmes, et aussi en capacité d'études pour des enfants. Moi, il m'est arrivé d'aller dans des villages où, parce que on a porté chez Steiner une activité particulière pour l'accès à l'énergie. Pour la porter, j'ai eu à m'immerger dans la situation, d'être dans un village qu'attend le soleil qui se couche et qui tout à coup, il y a quelques-uns qui ont des batteries, il y en a quelques-uns qui ont des lampes à kérosène, quelques autres qui ont des bougies et quelques autres qui n'ont rien. Honnêtement, ça c'est une situation que je ne comprends pas comment le monde n'a pas bougé dedans, y compris nous, parce que quand on regarde le prix que ça coûte pour amener un minimum d'énergie à ces gens, par un mini-grid local aujourd'hui, avec ce que je disais du solaire, je trouve qu'on a une responsabilité collective assez forte. En tous les cas, il me semble que pour répondre à votre question, un, on ne peut pas passer à côté de l'Afrique, deux, je n'arrive pas à comprendre qu'alors qu'on a toutes les statistiques humaines des 30 ans qui viennent, on n'en tire pas des conclusions sur la nécessité d'aller former là-bas. C'est vrai pour Schneider Electric de faire une école, mais c'est vrai aussi pour Dauphine de se faire une filiale et plusieurs au cœur de l'Afrique, parce que c'est honnêtement, probablement, la seule proue d'équilibrage du monde, de faire en sorte que ces milliards de jeunes Africains puissent avoir accès à de l'information, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça répondra aussi à l'enjeu climatique. Merci beaucoup pour votre réponse, qui est très complète. Et c'est vrai qu'on a soulevé beaucoup de questions, notamment sur le continent africain. Peut-être quelque chose à noter aussi, un risque peut-être. On a beaucoup parlé des solutions que définaient les multinationales, qui pouvaient être portées par l'innovation. N'oublions pas quand même que, assez souvent, surtout dans les pays d'Afrique de l'Ouest, les multinationales peuvent se substituer parfois aux États qui sont défaillants, notamment dans les infrastructures, dans les accès aux services. Je voulais quand même nuancer ce point, mais on a pu retenir dans cette conférence qu'il y avait un certain optimisme, finalement, un appel à l'engagement, peut-être s'engager chez Schneider demain, ou tous ici présents, mais en tout cas que les solutions étaient portées par les multinationales et pas que la question des États et des multinationales était bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser. On en a parlé avec le prochain président de la COP 28. On aimerait maintenant peut-être ouvrir la parole, l'élargir, la donner à tous ceux qui se sont déplacés ce soir,